podcast est réalisé avec le soutien précieux de More. Parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous. L'éducation et la formation sont les nerfs de la guerre de la relance économique francophone. Mais le problème, c'est qu'on n'a plus d'argent. Les budgets, les caisses sont vides. Alors, comment faire ? Je suis Olivier Mouton, journaliste à Trends Tendance. Je suis avec mon collègue Baptiste Lambert. Bonjour Baptiste. Pour commencer, dans l'édito de Trends Tendance qui est publié ce jeudi, je me permets de mettre en avant un peu les budgets compliqués. Tu vas en parler sans doute en région bruxelloise, en Wallonie et surtout en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et en fait, je trouve qu'il faut insister sur un élément. C'est quand même là que se trouvent logées des compétences qui sont vitales pour notre économie et notre société. Évidemment, l'éducation, l'avenir de nos enfants, la formation et tout ce qui accompagne la réforme des chômages qui est décidée avec l'activation au fédéral. Et donc j'écris, mais je trouve que c'est important de le dire, le socle de notre prospérité est en grand danger. C'est l'heure de vérité à un moment churchillien, tu trouves pas ? Ben si, et tu évoquais évidemment ces 3 exercices budgétaires, et chaque année ça va se répéter, donc ça va être de plus en plus difficile à chaque fois, à chaque conclave, devoir trouver une manne de financement, ce qui va créer pas mal de crispations. Alors je vais aller rapidement, mais en Wallonie tout commence en fait, parce que on va devoir faire 250 millions d'efforts. C'est ce qui avait été fait. On n'avait rien fait la première année, ou pratiquement. On l'avait fait, mais ça avait été complètement annihilé par les droits d'enregistrement, et donc maintenant on doit vraiment faire l'effort concret. On a fait des cadeaux, quoi, en gros. On a fait des cadeaux fiscaux, voilà, à tort ou à raison, mais en tout cas maintenant les 250 millions vont vraiment se matérialiser. Alors, il y a plein d'idées qui sont lancées, touchées aux allocations familiales, il y a la réforme des aides à l'emploi, il y a la réforme de la WEX, donc tout ça, c'est ce qui est en train d'être discuté et on n'en sait encore rien sur ce qui sera tranché. Au fédéral, il y a un peu une guerre des chiffres, avec combien de milliards il faut trouver. Georges-Louis Boucher, il y va fort, 20 milliards. Alors Van Petegem, le ministre du budget, a mis les choses un petit peu au clair et ça sera quand même 16,6 milliards à trouver supplémentaires par rapport à l'effort qui avait été fait donc, à l'accord de gouvernement de 23 milliards d'euros. Et là encore, c'est la foire des propositions. La taxe des millionnaires, évidemment, Vorreut revient avec ça pour faire monter un petit peu les enchères. Van Petegem lui-même veut supprimer la niche des sociétés de management. On sait que c'est lui qui a porté la réforme fiscale sous la Vivaldi, et que ça reste une grande frustration pour lui parce qu'elle ne s'est jamais matérialisée, donc il revient souvent avec ça. Il y a les malades de longue durée aussi, ça plus ou moins tout le monde est d'accord. Après, le MR avance un chiffre qu'on pourrait récupérer 5 milliards d'euros, c'est se prononcer. Et il y a cette fameuse Fédération Wallonie-Bruxelles, comme tu l'évoquais, un effort quand même de 340 millions d'euros. Alors il faut savoir le déficit, c'est de 1,5 milliard, mais ils n'ont que 13 milliards de recettes. Donc c'est comme s'il y avait, parce que la Fédération Wallonie-Bruxelles n'a pas de PIB en tant que tel, mais ça correspond à un déficit de 11%. Tu as raison, et le problème en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est qu'il n'y a pas de recettes fiscales en plus, et que la plupart des charges, ce sont des charges salariales, notamment du corps enseignant, pas uniquement, aussi dans le secteur de la culture, de l'aide à la jeunesse. Ouais, donc on ne peut que faire mal en fait. Mais j'ai un tout dernier chiffre quand même pour lancer ce débat sur l'enseignement. Ça représente 70% du budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et à l'intérieur de ça, 85% concerne le personnel. Et donc là, on voit qu'il y a une certaine crispation avec de multiples rapports qui sont sortis. Tu pourras peut-être en parler. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que le gouvernement d'Elisabeth de Greyse, alors la ministre-présidente qui est engagée, j'allais dire, elle souffle un peu le chaud et le froid, c'est-à-dire qu'à la fois elle met en garde sur les mesures difficiles qui sont à prendre, et en même temps elle est plutôt prudente pour des raisons politiques qu'on peut comprendre. Il y a eu un comité d'experts qui a travaillé tout l'été pour accompagner ce processus-là avec des économistes, des profs d'UNIF, etc. Et moi déjà cet été, certains m'avaient contacté en disant tu te rends pas compte, ils sont en train de faire le contraire de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire d'être très prudent alors que l'heure est grave. D'accord. Et donc là il y a eu deux rapports de comités d'experts. Le premier qui a déjà dit ok, mais enfin il faut aller plus vite quoi, en disant notamment il faut toucher, c'est pas évident, à la taille des classes, aux revalorisations barémiques. On a revalorisé la
la formation d'enseignants, du coup ça coûte plus cher, c'est intenable. Il y a une hausse du temps de travail aussi pour certains profs. Voilà, donc tout ça, mais c'est ce qu'ils proposent. Donc alors sans doute qu'il y a des éléments qui vont se retrouver dans les décisions finales. Et alors Jean Hendrix, qui est toujours un peu le poil à gratter du côté francophone, professeur d'économie à l'UC Louvain et chercheur à Itinéra, a lui fait un rapport qu'il nous avait confié dans lequel il dit mais en fait le problème est plus structurel que ça encore. La Fédération Wallonie-Bruxelles est confrontée à un double défi silencieux. Et écrit-il, il y a un vieillissement accéléré du personnel enseignant, ce qui veut dire que quelque part, si on veut prendre des mesures, il faut qu'on prenne des mesures difficiles pour écarter des plus âgés et recruter des jeunes, c'est jamais drôle. Non, et la baisse progressive de la population scolaire. En gros, ce qu'il dit, c'est qu'on ne va plus avoir une pénurie d'enseignants, mais une pénurie d'élèves. Avec la dénatalité notamment, et le problème du nombre d'élèves par classe. Oui, exactement, vraiment. Et donc ça veut dire que si tu veux prendre des mesures pour être juste aujourd'hui, c'est des mesures responsables, courageuses et qui pourront faire mal. Mais alors on entend ça souvent de plus en plus, ce lien qui est fait avec les années 90 et les grandes grèves. Tu as connu ça toi? J'étais assez jeune, j'ai vu ça un petit peu perplexe, je me demandais mais qu'est-ce qui se passe ici, mais moi ça me faisait des jours de congé, j'étais content, mais bon, je pense que les enjeux... Tu sais que moi j'ai commencé mes années de journaliste à l'époque et je me rappelle d'une manif devant Sur-les-Choquiers qui était la place où se trouve la communauté française Fédération Wallonie-Bruxelles. Et c'était une manif assez orageuse et j'ai pris une bille de chemin de fer sur la tête. Donc on m'a retiré en sang pour aller me faire soigner. C'est dire que c'était quand même un peu tendu à l'époque. Bon, c'était pas grave, mais c'était quand même un peu tendu. Ouais. Et quel lien est-ce qu'on peut faire véritablement par rapport à ces années 90 ? Bon, voilà, c'est vrai que les professeurs, pour l'instant, en prennent beaucoup sur la tête. On veut déjà changer leur statut avec le CDI. Est-ce que ça peut chauffer jusque-là ? En tout cas, moi, je me rappelle à l'époque, ça a été, pour ce qui concerne les grèves scolaires, de longs mois, plus de 4 mois, mais même plus longtemps encore, d'arrêt de travail, de grève, de manifestations. Et c'est vrai qu'à l'époque, le plan, donc c'était Laurette Onkelings, tu te rappelles, socialiste qui était en charge de l'éducation et qui avait annoncé la suppression de 3000 emplois et ça avait fait rugir, etc. Alors certains à l'époque disaient c'est le début de la fin, on met à mal le système scolaire, sauf que qu'est-ce qu'on a vu depuis lors, c'est qu'il y a eu d'autres réformes, on a beaucoup parlé du pacte d'excellence notamment qui a été remanié et tout ça, c'est qu'on se rend compte que sans doute que les dépenses en matière d'enseignement chez nous sont mal gérées, que on dépense en moyenne même plus que dans d'autres pays industrialisés par élève, et au bout du compte le résultat il n'est pas à la hauteur. Donc sans doute que ce mouvement, il y en avait eu un autre d'ailleurs dans l'enseignement supérieur sur les grandes écoles qui avaient suivi, et sans doute un peu la racine du malaise que l'on retrouve aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui on va de nouveau avoir des manifestations, mais il faut se rendre compte que c'est évidemment à la fois un enjeu crucial, on l'a dit, mais un enjeu sur lequel on ne peut pas en fait ne pas agir. Et après, tu l'évoquais, il y a eu des réformes à foison dans l'enseignement, mais par contre, les résultats, si j'en réfère au test PISA, sont quand même pas excellents. Donc là, on sent soit ces réformes ne sont pas menées jusqu'au bout, soit il y a toujours un problème. Au-delà du financement, vraiment la qualité de l'enseignement. Alors je me rappelle qu'à l'époque, on hurlait quand il y avait une enquête PISA, donc c'est ces tests qui permettent de mesurer au niveau international les compétences des élèves. On était très très mauvais en lecture par exemple, mais j'ai assisté cette semaine à un grand colloque qui était organisé par le centre Jean Gaulle, le service d'études du MR et le cercle de Wallonie-Bruxelles, qui était consacré à la réindustrialisation. Et quels sont les mots à la base de ça ? On a beaucoup parlé évidemment des pénuries d'emplois, c'est lié, je veux dire comment on fait pour à un moment avoir des emplois à la hauteur de ce que l'on attend. Et il y avait notamment Frédéric Panier qui est le CEO de Act for Wallonia, donc le patronat wallon qui était présent, et lui il disait il épinglait ses enquêtes PISA en disant on est vraiment très très mauvais dans les compétences scientifiques et mathématiques notamment, et il disait c'est vraiment un souci pour les pénuries d'emplois, on va en parler, mais aussi disait-il parce que ça crée un manque de top talent.
du côté francophone. Et c'est vrai que parfois on oublie ça aussi, c'est que l'école c'est un ascenseur social, ça permet à des jeunes de s'insérer dans le marché du travail aussi, mais c'est là aussi qu'on crée des talents, qu'on devient meilleur en fait. Et ça c'est aussi sous-jacent depuis toujours dans les débats scolaires, c'est est-ce qu'on accorde assez d'attention à ça? Alors voilà, aujourd'hui la révolution elle est indispensable et elle l'est aussi en matière de formation, et là on n'est pas rendu je crois. On n'est pas rendu. Transcendance l'avait déjà évoqué à plusieurs reprises et on a vu à la rentrée politique wallonne le ministre compétent, Pierre-Yves Géolet. On avait été dans son bureau d'ailleurs. Tout à fait, avec ce podcast que vous suivez tous avec beaucoup d'attention. Mais plus sérieusement, voilà, c'est un paysage, pour vous donner quelques idées. Rien qu'au niveau du Forem, il doit y avoir une 50aine de structures, de centres de compétences. Mais on peut aller au-delà, donc avec tous les centres Intermir, les ALE, l'IFAPME. En fait, qui avait un joli graphique d'ailleurs. On m'avait donné, et c'était quelqu'un de l'enseignement qualifié et de la formation professionnelle, qui avait fait une étude, déjà un rapport. Donc on connaît le cadastre, si tu veux. Ça partait en tous les sens, il y avait des ramifications. C'est un tableau où, c'était de l'art moderne, sans vous mentir, il y avait des centaines de lignes pour comprendre la structure et en Wallonie et à Bruxelles et en Fédération Wallonie-Bruxelles, la magie de tout notre lasagne institutionnelle. Mais voilà, partant de ce constat, il ne faut pas non plus partir dans la réforme perpétuelle qu'on enchaîne de législature en législature. Ici, ce gouvernement a décidé de en tout cas commencer par la réforme du Forem et peut-être d'en faire un acteur centralisateur, régisseur pour organiser tout ça. Alors, ça ne sera pas simple. Déjà, ils veulent réformer le Forem pour l'activation des chômeurs, en les voyant dès les 15 premiers jours, en leur proposant des formations, en leur proposant des métiers. Donc ça, c'est une partie. Et comme je l'évoquais, il faut essayer... Enfin, la DPR dit, que le seul critère, en fait, ça sera la culture du résultat. Et le financement de chacune de ces structures en dépendront. Donc, on n'aura pas un centre de formation unique en Belgique. On va simplifier quand même. On veut simplifier, mais on ne va pas pouvoir faire en 4 ans réduire des centaines à juste le Forem, et c'est le Forem qui fait tout. Voilà, c'était l'idée, mais on voit que face à la réalité du terrain, c'est tellement complexe que ça va être compliqué. Par contre, il y aura ce critère fondamental, c'est que chaque structure va être réévaluée, et en fonction des résultats du nombre de personnes qu'elle remet à l'emploi, tout simplement. Tu me fais penser, en fait, quand tu dis tout ça, à un niveau de pouvoir qu'on n'a pas évoqué, on l'avait déjà fait dans un autre podcast, la région bruxelloise. Là aussi, le problème, c'est qu'il y a énormément de structures. En fait, un des gros enjeux par rapport au fait qu'elle est au bord de la cessation de paiement, comme la Fédération Wallonie-Bruxelles, on parle quand même de ça. On parle de niveau de pouvoir qui, à un moment, pourrait ne plus pouvoir assumer leur paiement. Donc, je veux dire, c'est pas rien. Et là aussi, il y a énormément de structures pararégionaux, etc. Il y a quand même un parallèle à faire. Là, on n'est pas très loin non plus. Si je me trompe pas, David Leister, il est toujours en train de consulter, non ? Oui, là, pour l'instant, c'est... En tout cas, il ne se dit rien, il ne fuite rien, donc ça c'est assez positif effectivement. Après, j'avais discuté avec le chef de file des engagés la semaine dernière, Christophe de Beukelaar, qui va faire un pas de côté de la politique, mais qui s'occupe toujours des négociations. Il était assez positif, même s'il restera toujours cette question, faut-il aller chercher le CDNV ou la NVA, faudra-t-il laisser la NVA de côté? Bon voilà, ça c'est des considérations un peu plus politiques, mais je rebondis sur le fait, on vient de décrire une situation financière difficile pour chaque entité fédérée, et quelque part, c'est un peu nous fragiliser nous-mêmes, c'est vraiment le cœur de ce qu'on doit transformer pour ne pas dépendre à chaque fois du fédéral d'aller demander de l'aide au fédéral, ce qui jouera un petit peu le jeu. Je fais encore ma vieille conscience francophone, mais c'est l'histoire de ce pays. Je veux dire, depuis toujours, on a eu des niveaux de pouvoir qui étaient sous-financés ou mal financés, c'est-à-dire qu'ils ne se réorganisaient pas eux-mêmes, parce que c'est important de faire la nuance. Et donc, on est demandeur. Et donc, on a eu déjà la communauté française, on a déjà eu la région bruxelloise. Chaque fois, qu'est-ce qui se passe? On va aller pleurer, on va aller dire « Ah, Bardewever, on est désolé, mais c'est quand même compliqué. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir de l'argent supplémentaire ?» Oui, bien sûr, d'accord. Mais dans ce cas-là, parlons compétences et redistribuons des compétences. Et donc, on ouvre la boîte de Pandore institutionnelle. Je fais une petite nuance, c'est que les majorités qui sont en place aujourd'hui,
je pense, sont conscientes de ça. Donc, quelque part, essayent de réorganiser les choses de manière à ce qu'on n'arrive pas à ça. Parce que c'est ça le but, en fait, c'est que, tu sais, c'est le fait que les francophones prennent leur destin en main. Hein. En fait, on parle de ça. C'est-à-dire que le socle, les enseignants, les élèves, la formation, etc., qu'est-ce qui fait qu'on construit la Wallonie et Bruxelles de demain? Mais derrière, c'est comment on fait pour que on soit pas exsangue financièrement et qu'on soit toujours en train de demander faire l'aumône en fait auprès des Flamands. Donc derrière tout ce dont on parle là, c'est quand même ça qui se joue, je pense. Et voilà qui résume excellemment ce podcast, hein, le combat francophone. On se donne rendez-vous d'ailleurs. Parce que c'est le nom, hein, faut pas oublier, il faut qu'on reste lié à ça. Hein, c'est le nom, le combat francophone. On se retrouve en tout cas la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Merci Olivier. Merci Baptiste. Interrogez-vous sur vos marges pour créer plus de valeur. Gagnez plus sans vendre plus. Analysez vos marges produit par produit et découvrez où l'argent s'échappe ou dort. Mort, parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous.